Bien, bonjour à tous. Un peu de rétrospective. On a parlé des principes bibliques entourant les fréquentations et on a vu qu'il y avait des phases à observer qui, lorsqu'on faisait abstraction de ces phases-là, on risquait d'avoir des problèmes assez importants dans les couples. Et on a terminé en disant que souvent l'expression « l'amour est aveugle ». Et l'amour ne doit pas être aveugle. On a terminé avec l'histoire du serviteur d'Abraham qui a choisi une épouse pour Isaac. Et comment le fait qu'en étant objectif, il était en mesure de bien voir les priorités à regarder chez un conjoint, une conjointe, là, dans ce cas-ci l'épouse. Et c'était le cœur. Et la parole nous dit que garde ton cœur par-dessus tout. Et c'est d'autant plus important. On voyait, c'était le cœur, l'attitude du cœur qui était la priorité. Ce matin, on va voir une autre histoire, moins drôle cette fois-ci, moins agréable, où il n'y a pas eu cette démarche-là. On a parti du principe que elle me plaît ou il me plaît. Et c'est malheureusement la chose qui revient le plus souvent lorsqu'on ne connaît pas la personne. Ce qu'on voit de l'autre personne, c'est l'extérieur. Et l'extérieur peut être très trompeur. Il y a ce qu'on appelle dans le langage du monde, le mot qui s'appelle « cruiser quelqu'un ». Et ça, pour un chrétien, s'il vous plaît, enlevez ça de votre vocabulaire. Ça ne devrait jamais exister, ce mot-là. Ce qui fait référence à la séduction. Et la séduction, c'est synonyme de fraude, de mensonge, synonyme de donner une apparence qui n'est pas la vraie. Et on va voir ensemble comment éviter ça. Et malheureusement, l'exemple qu'on a, c'est un exemple qui s'est très mal terminé, celui de Samson. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Il y a plusieurs flags là, qui auraient dû être observés. On voit que d'abord, d'aller vers les Philistins, les non-croyants, les gens qui étaient païens, opposés aux valeurs de Dieu. On a vu ça dans l'étude, que c'était un non catégorique. On ne va pas dans ce champ-là. On ne commence pas à se joindre aux incroyants. Il n'y a pas de joug possible. Il n'y a pas d'alliance possible avec les incroyants et surtout pas en mariage. Première erreur. Et la deuxième, c'est qu'il se base sur ce qu'il a vu, sur ses yeux, sur son impulsivité à trouver quelqu'un qui est plaisant, qui est une personne intéressante, belle, et il parle tout de suite de mariage. On ne la connaît presque pas et on connaît la suite de l'histoire. Hein, on sait ce qui va se passer. C'est une catastrophe. Le manque de discernement, le manque d'objectivité, les motifs impurs, c'est des choses à observer. Dans ces principes-là que je parlais tantôt, on disait que une des phases les plus importantes, c'est la phase d'observation. De justement pas être aveugle, de voir les choses avec objectivité. Dans ce cas-ci, on voit que les principes qui gèrent la vie de Samson, c'est les principes superficiels. Et il est rentré dans cette idée que cette femme-là pourrait faire quelqu'un de bien pour sa vie.
sans questionner ses motifs. Il y a tout, derrière le fait d'entrer dans un mode de séduction, ça je disais tantôt, c'est synonyme de ruse, de fourberie. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. On veut montrer une image qui n'est pas la bonne parce qu'on veut attirer la personne à soi. Et c'est tout simplement de ne pas dire que c'est de l'arrogance et l'orgueil. Donc, non, être belle, ce n'est pas du leadership. C'est le contraire. Enfin, Dieu est les gens il est la rébellion. Et il ne faut pas méprendre leadership avec le côté rebelle, bad boy. Soyez à l'affût. La façon de se vêtir. Pour beaucoup, c'est... Écoutez, moi, je viens d'une époque où les personnes devaient avoir telle marque de jeans pour être attirants. Il fallait qu'ils embarquent dans le système où il fallait qu'il y ait un style pour attirer les autres personnes. Embarquez pas dans cette mode-là. C'est ça qu'on appelle aimer le monde, essayer de s'associer à ce qui est populaire dans le monde et puis penser que c'est ça qu'il faut faire pour avoir du succès avec d'autres personnes, avec un garçon ou une fille. L'argent, écoutez, j'espère, j'ose penser que de trouver un partenaire de l'argent. Mais c'est peut-être un incitatif inconscient. Ah, il a son char. Ah, il a une bonne job. Ah, il est capable de me payer des belles affaires. Est-ce que ça peut être un incitatif? Soyons honnêtes, examinons nous-mêmes, s'examinons nous-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte? Encore une fois, comme j'avais dit la semaine passée, si la personne était moins attirante sur le plan extérieur, est-ce que, si j'étais moi aveugle, est-ce que ce serait quelqu'un que je voudrais fréquenter malgré tout? Laissez-moi vous dire une chose, rendu à 50 ans, il y a bien des facteurs physiques qui sont plus ou moins importants. En passant, après son troisième enfant, la madame est peut-être pas aussi shapée que les jeunes ados au gymnase. Maintenant, on continue dans la phase d'observation. Là, on rentre carrément dans ce qu'on appelle l'amitié. Et ça, c'est une phase extrêmement importante de bâtir une amitié avec la personne qu'on aimerait développer une relation. Et à cette étape-ci, on ne parle pas de tenir par la main, de donner des becs. On parle tout simplement d'amitié. Amitié, friend zone. Okay? On se comprend? Friend zone. On ne va pas plus loin, on est clair dans nos intentions. Je veux apprendre à te connaître, je veux savoir qui tu es. On sort en groupe et on évite de rester justement tout seul, juste deux à deux. On essaye de rendre ça le plus pur possible. Et on communique de façon très, très claire. Mesdames, je vous dis ça parce que les gars, bien souvent, vont mal interpréter vos signes. Le toucher, la façon de vous habiller, ça peut donner des idées, ça peut envoyer un message. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un homme, puis c'est pas... Les exemples que je vous donne, c'est pas juste des jeunes, là, c'est des gens un peu plus vieux. La dame, elle invite l'homme chez elle pour venir la prendre pour aller quelque part. Pendant qu'il attend dans son salon, elle sort de la chambre à coucher, puis sa robe est dézippée en arrière. Elle dit « Est-ce que tu veux me monter mon zip? » Pour elle, écoute, il n'y a absolument rien de sexuel là-dedans. Il faut juste me monter mon zipper. Je ne suis pas capable, je n'ai pas un bras extensionné, je ne suis pas Gumby, là. Je ne suis pas capable de me zipper mon zipper. Veux-tu me zipper mon zipper? Mais savez-vous que ça peut être interprété pour certains là, comme « Oh, c'est quoi qu'elle veut me dire là? Est-ce qu'elle est attirée par moi? »
Est-ce que... c'est des messages qui peuvent être perçus d'une mauvaise façon. Soyez sensibles à ça, mesdames, votre non-verbal, le toucher, les hugs. Sur le plan culturel, les gens n'ont pas toutes cette même approche. Moi, je suis le genre qui aime prendre des gens dans mes bras, faire des hugs. Il y a été une époque où on pratiquait ce qu'on appelait le saint baiser. Je ne sais pas si vous avez vécu ça ici, mais bon, on donnait un bec à la joue des sœurs dans l'église, puis il n'y a personne qui voyait quelque chose de mal là-dedans. Et à un moment donné, nous, on est allés dans des provinces anglophones. Et on avait un couple à Parawawa, en Ontario, de Coréens. Et moi, je pense pas à ça, je m'approche, je donne un bec à la madame. Alors, oh, OK, you're French. Là, tu sais, elle a réalisé, OK, non, c'est culturel. Mais elle était tout à fait choquée. Soyez sensibles à ça aussi. Si vous faites affaire avec quelqu'un d'un autre groupe ethnique, peut-être la perception des câlins. Tu sais, il y a des endroits là, dans le monde où on ne serre même pas la main aux dames. Donc, puis on ne les regarde même pas dans les yeux directement. Donc, soyez sensibles à ces choses-là quand vous faites affaire avec des gens d'autres groupes ethniques. Donc, on reste dans la friend zone. Maintenant, je vais vous parler des sites de rencontres chrétiens. Moi, je vais vous donner mon opinion. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord. Puis c'est correct aussi. Moi, je suis contre ce principe des... Premièrement, je crois qu'on part déjà avec l'intention de dire à Dieu, je sais ce qui est bon pour moi et c'est ça que je veux. Je veux une femme. Si tu ne me la donnes pas, je vais aller la chercher. Ou un homme, je vais aller la chercher et je vais magasiner. Et la façon de magasiner aujourd'hui, c'est en ligne. Donc, on magasine en ligne. Et on va se trouver quelqu'un qui fit avec ce qu'on veut. C'est forcer un peu la main de Dieu, c'est de dire, ben Seigneur, toi, tu n'es pas capable de me trouver quelqu'un. Ça, c'est mon opinion. Mais ensuite, toute la phase d'observation est skippée. Toute la phase justement, qu'on bâtit lentement une amitié, bien connaître la personne, parce que l'intention du départ, même si on dit c'est l'amitié, tu vas sur un site pour plus que l'amitié. Tu cherches quelque chose de bien déterminé chez une autre personne, et ça brouille tout l'aspect bâtir une amitié, et on skippe toute cette étape-là d'observation, et malheureusement, ça accélère le processus des fois qui n'est pas nécessairement bon. Dans cette phase-là d'observation, c'est bon d'écouter les autres aussi. Qu'est-ce que les autres disent de cette personne-là? Qu'est-ce qu'on entend? Pas mauvaise idée d'aller sur les sites Facebook, Twitter, whatever, d'écouter, de regarder, d'entendre ce que la personne dit, vous donne pas pire idée de savoir quel genre de personnalité elle a, cette personne-là. Quand vous rentrez en contact, en communication avec cette personne-là, c'est pas du speed dating, c'est pas de l'interrogatoire, c'est de connaître la personne réellement, pas d'essayer de cocher des items sur une liste, dire OK, toi, allez-y avec discrétion, si je pourrais utiliser cette expression-là. On veut vraiment connaître la personne, pas dans le sens biblique, mais dans le sens connaître, pour apprendre à apprécier cette personne-là. S'il y a des gens qui sont nés au Canada versus des gens qui sont nés à l'étranger, versus des gens qui se sont convertis de d'autres religions, tous ces facteurs-là sont à considérer. Faites des recherches, allez un peu plus dans le détail. Le côté culturel aussi, pas juste religieux, mais le côté culturel. Les valeurs des familles aussi. Les valeurs et aussi les dépendances. Si vous avez une famille où tout le monde est alcoolique dans la famille, bon, il y a une prédisposition qui est là. Comment est-ce que la personne perçoit, par exemple, l'utilisation de l'alcool? Est-ce qu'elle va aller en réaction qui va
tout simplement dire non, 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 ça c'est mal, c'est péché, on y va pas, on touche pas à ça. Ou bien tout simplement dire, ben regarde, moi j'en vois pas de problème là. Et c'est des choses à analyser. Par rapport à vous aussi, là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez un problème avec? Si vous-même, je veux pas du tout que mon mari boive de l'alcool, ben c'est à considérer, là. C'est des facteurs à considérer. Les parents divorcés. Il y a une étude que j'ai trouvée assez spéciale. C'est deux chrétiens, Paul Amato et Daniel DeBoer, qui, en 2019, a fait une étude parmi les couples. Ils ont déterminé avec les statistiques que lorsque madame vient d'une famille de divorcés, les risques de divorce pour ce couple-là sont de 69 %. On parle de famille chrétienne. Lorsque les deux qui se fréquentent, les deux familles viennent de parents divorcés, on monte à 89 % de risque de divorce. Et les statistiques dans le monde ne sont pas bien différentes. C'est un peu à notre honte, mais c'est aussi une chose à être conscient, là, des choses à observer lorsque vous voulez fréquenter une personne. Est-ce que il y a ce mindset que le divorce est peut-être aussi une option? Ça peut faire la différence. Deuxième, un autre facteur, le comportement avec les autres. Comment est-ce que la personne se comporte avec les autres? Les autres membres de la famille, comme je mentionnais tantôt. Les amis. Est-ce que la personne a des amis? La personne n'a pas d'amis. Pourquoi elle n'a pas d'amis? On peut se poser des fois la question. Comment elle se comporte avec les connaissances ou les inconnus, avec les serveurs, les employés des magasins? Comment elle parle à ces gens-là? Est-ce qu'elle est brusque? Est-ce qu'elle a le respect ou elle est condescendante? En voiture, est-ce que la personne est impatiente puis lâche des injures parce que la personne ne conduit pas d'une façon adéquate selon lui? Ça, c'est des choses à considérer. Comment elle est avec ses collègues de travail? Moi, on m'a déjà proposé un poste d'ancien, mais personne ne savait quel genre d'employé j'étais ou d'employeur que j'étais parce que j'avais des subalternes. Et ça aurait été sage de demander hey, Maurice, comment est-ce qu'il est au travail? Ah non, Maurice, c'est un air bête. Là, il se pogne avec tout le monde à tous les jours. Est-ce que je vais aller dans un genre de relation comme ça? Des fois, c'est assez révélateur. Est-ce que la personne, elle est serviable? On a vu dans l'histoire de Rebecca, c'est un facteur majeur qui considère les autres comme, encore là, c'est un principe biblique, les autres comme étant plus importants que soi. Quand aimer les gens, ben c'est ça. Est-ce que la personne est serviable? Rebecca l'était. Est-ce que la personne est prévenante, galant? La galanterie, savez-vous c'est quoi ça? C'est une notion archaïque qui malheureusement devrait revenir, selon moi. D'ouvrir la portière de la dame, de l'accueillir avec un parapluie lorsqu'il pleut pour éviter que sa permanente tombe. Toutes ces choses-là qui, à l'époque, étaient de mise, que les hommes pratiquaient envers les dames, ça devrait revenir selon moi. Et quand il y a un jeune homme qui fait ça, c'est impressionnant. Ça vient aussi avec la façon qu'il a été éduqué. Est-ce que la personne est centrée sur elle-même? Est-ce qu'elle parle d'elle-même, mais elle ne vous pose pas de questions sur vous? Ça, c'est un sujet intéressant. C'est une façon de voir. Est-ce qu'elle est centrée sur elle-même? Elle va tout vous raconter sur sa vie, mais elle ne pose pas de questions sur la vôtre. C'est intéressant à considérer. Est-ce que son langage est respectueux? Il utilise des fois un langage qui est inconvenant. Quand le serviteur d'Abraham est allé demander de l'eau à Rebecca,
la façon qu'elle l'a accueilli, elle lui a dit « Bois mon Seigneur ». Il ne s'agit pas là, du terme Seigneur Elohim, là, du terme Seigneur comme Jésus, mais c'est comme Sir en anglais, c'est une façon respectueuse d'accueillir quelqu'un. Est-ce que la personne est respectueuse? Est-ce qu'elle dit monsieur, madame, de façon polie? Et ça aussi, ça peut faire la différence, si la personne a été bien élevée ou pas. Et pour certains, c'est un facteur qui peut être très irritant de fréquenter quelqu'un qui n'a pas de bonne manière, tu sais. Donc c'est ça, c'est d'être bien élevé. Ensuite, sa vie spirituelle. En fait, sa vie spirituelle, ça devrait être, selon moi, le premier item. J'utilise le mot vie spirituelle pour un manque de mots, là, parce que ça n'existe pas une vie spirituelle, une vie séculière. Là. On a une vie sous le regard de Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais on va dire, peut-être, sa vie par rapport aux autres croyants, sa vie personnelle par rapport à Dieu. C'est des facteurs importants à considérer. Est-ce qu'elle a un culte personnel, un culte régulier de prière, d'étude de la parole, ou c'est vraiment sporadique? Est-ce que la personne est impliquée dans son Église? Quel type d'assemblée elle vient? Est-ce que vous êtes ici, on est une Église qui était assez orthodoxe dans le sens, c'est la parole, on n'est pas du tout charismatique. Et l'autre personne, ben, c'est tout à fait le contraire, une église hyper charismatique, puis qu'elle est très convaincue là-dedans. Ça peut faire des clashs. Soyez conscients de ça, là. Ensuite, ses convictions. Il y a des convictions qui sont très fortes pour certaines personnes, qui peuvent clasher aussi avec les vôtres. Sa maturité spirituelle, est-ce que la personne elle démontre qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu dans ses choix, dans ses décisions. Ensuite, son passé, sa scolarité. Et là, comprenez-moi bien, la scolarité n'est pas synonyme d'intelligence, sauf que quand on parle d'une personne qui a 2 bacs de maîtrise versus quelqu'un qui n'a pas terminé son secondaire 5, ça se peut que le langage n'est pas le même. Ça se peut qu'on ne se comprenne pas toujours. Et c'est quelque chose à considérer. Et c'est ça, sans faire de jugement, là. C'est des choses à considérer. D'où il vient? Quel milieu il vient? Ses amis? Est-ce qu'il a coupé, mettons, avec des mauvaises influences ou il y a encore des amis qui les ramènent dans le passé? Est-ce que ses amis sont la priorité? Ça, c'est important. Il passe plus de temps avec ses amis qu'en fait avec le Seigneur. Posez-vous la question. Combien la personne a eu de fréquentation avant vous? Ça en a eu 28, puis ça a tout fini par des échecs, puis que c'est jamais de sa faute. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un flag là, à valider. Est-ce que on voit aussi au verset 16 dans Genèse 24 que Rebecca, puis c'est dit à 2 reprises, c'est dit, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Pourquoi c'est si important que ça soit écrit dans le texte? Il y a une raison. Rien qui est écrit sans raison. Il y a une importance ici qui est mise. Pourquoi c'est important que la personne soit vierge? Bien, si la personne n'est pas vierge, elle a un passé. Un passé qui peut être compliqué, comme ayant eu des maladies, des MDS, des maladies qui hypothèquent la personne pour l'instant de ses jours. Des grossesses antérieures. Aussi sa perception de la sexualité. Est-ce que la personne a été violée? C'est tous des facteurs à tenir en considération. Ça. Et c'est pas pour rien. Là, ce que je vais vous dire là, c'est avec vraiment beaucoup de délicatesse. Si vous avez accès aux anciens amoureux ou amoureuses de cette personne-là, subtilement,
essayez peut-être de voir c'était quoi les conflits majeurs ou qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on se comprend subtilement? OK, ne pas publier ça sur Facebook, là. Poser juste des questions. OK, ben, comment ça que ça n'a pas fonctionné? Des fois, ça peut être très révélateur pour la personne. Le passé aussi, c'est les dettes. La personne est hyper endettée. OK, pourquoi tu es hyper endetté? Il y a des situations où la personne s'est endettée parce qu'elle a voulu aider sa mère à payer des factures médicales ou des appareils orthopédiques, des trucs comme ça, puis c'est fine, là, tu sais, je pense qu'il y a des situations qui sont justifiées. Mais est-ce que la personne s'est endettée sans considérer, elle amène avec elle un manque de discipline dans un couple? Elle amène avec elle un potentiel de conflit, un potentiel de problème. C'est une chose à considérer. Pourquoi la personne est endettée jusqu'au cou? Ça peut être un bon indicateur de manque de discipline, de maîtrise de soi. Ensuite, le type de personnalité. Colérique, introverti, mélancolique, personne très sociale, positif, joyeux, un blagueur, un gars qui aime faire l'humour. Si vous êtes une dame qui est très sérieuse puis qui n'aime pas du tout se faire jouer des tours parce que ses frères en ont fait à outrance, puis là vous arrivez puis vous faites ce qu'on appelle un prank, là, une joke, puis ça se peut qu'elle perçoive mal. Okay? Soyez surpris, là. Ça ne fit pas toujours des personnalités qui... si vous êtes une personne introvertie et qui est très sensible à quelqu'un de colérique, l'autre personne, elle ne voit pas qu'elle a un problème. Elle est colérique, elle crie, elle s'énerve, mais pour elle, c'est pas grave, c'est correct. Dans la famille, chez eux, c'était comme ça. Mais pour vous, vous prenez ça comme quasiment personnel, dire, regarde, il est-tu fâché contre moi? Et ça peut créer un problème de communication, ça. Soyez conscient de ça. Son caractère, si vous êtes hyperactive, puis que lui, il est slow, ben, ça se peut, là, que, tu sais, lui, c'est un mélancolique, introverti, puis c'est correct. C'est une autre affaire, ça. Vous êtes sportif, mais l'autre casanière ou casanier, à rien savoir de l'activité physique, c'est les livres, puis fait que ça aussi, là, ça peut à un moment donné, là, vous n'avez pas plus rien en commun. C'est important de valider ça. Vous êtes matinal, puis l'autre, c'est un oiseau de nuit. Oui. Ça peut. Ma belle-mère, elle avait un oiseau de nuit comme conjoint, puis ça faisait des frictions souvent. Vous êtes très rangé, puis l'autre, c'est un traîneur. Pensez pas que vous allez le changer nécessairement. OK? Ça peut. C'est drôle là, que j'en parle, mais peut-être au bout de 15 ans, là, c'est moins drôle. Personne est économe, une est économe, l'autre dépensière. Les finances est un sujet de rupture qui est très fréquent. La gestion des finances, ça peut être une source de conflit très potentiel. Maintenant, son caractère. OK, ça j'en ai parlé. Le type de carrière ou de projet d'envergure. La personne veut être missionnaire. Vous, ça ne vous tente pas en tout d'être missionnaire. Oh, OK. On pense à autre chose. Personne elle a une entreprise, travaille 70 à 80 heures par semaine. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou c'est ce que vous voulez s'impliquer dans son entreprise, puis c'est correct pour vous ou pas du tout, là, vous ne le verrez pas ou vous ne la verrez pas. Ça, c'est une chose à considérer. Un fermier, les vacances, là, oubliez ça. Là. Les vaches, eux autres, ils ne sont pas en vacances. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Militaire, ça, c'est une race bien particulière. Ça, là, évitez ça comme la peste. On rit bien, mais vous savez, ça exige des femmes
vraiment indépendante. Ça exige d'avoir une femme qui est capable de bien s'organiser parce qu'on est rarement là. On est souvent parti de la maison. Et d'accepter aussi que quand le conjoint revient, bien, de lui redonner sa place, son rôle. Ça aussi, ça peut être difficile. Et les mutations à cause du service, la madame a de la difficulté à se bâtir une carrière. Si elle veut bâtir une carrière dans un domaine, elle change aux 4 ans, c'est difficile pour quelqu'un là, donc elle est et l'armée, savez-vous comment ils appellent les épouses ou les époux des militaires? Des dépendants. Ils l'appellent comme ça. C'est là, non. Des dépendants. Et c'est pas mal ça. Est-ce que vous êtes capable d'accepter d'être un dépendant? C'est à considérer. Un camionneur, il passe une semaine sur la route. Vous êtes capable d'accepter ça? Lieu de résidence, hein? Vous connaissez l'expression « prend mari, prend pays ». OK? Lui, il décide d'aller vivre en Alberta, puis vous, toute votre famille est ici. Puis, non, ça ne me tente pas. Ça, c'est une chose à considérer. Les revenus, la gestion des revenus, aussi. Si la personne est un petit salarié, puis est heureuse avec ça, puis vous ne pouvez pas compter sur elle pour, je ne sais pas moi, faire des gros achats, bien, la maison, peut-être, vous ne l'aurez pas. Vous prête à... C'est-tu correct? La personne est dans le système de santé, elle travaille une fin de semaine sur 2. C'est-tu correct pour vous autres, ça? Hein? Ensuite, quel type de famille viser? Carrière versus rester à la maison pour madame. Est-ce que vous seriez prête à accepter de rester à la maison? De plus en plus, on considère que l'école à la maison, ce serait peut-être la seule option là, avec ce qui se passe dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire? Vous seriez prête à accepter? Ou si vous êtes une dame de carrière qui veut pas d'enfants, puis qui veut... Et là, tout de suite en partant, et vous éliminez peut-être des conjoints qui, eux, c'est tout à fait le contraire. Gars qui vous dit « je veux 6 enfants », puis vous, c'est pas dans votre idée d'avoir 6 enfants. Bien, c'est à considérer. Hein? N'oubliez pas aussi que si vous dites, vous êtes le gars, puis vous dites « je veux 6 enfants », bien, ça devient votre premier ministère. Là. C'est pas juste, vous n'êtes pas un 7e enfant, là. Comprenez-vous? Vous devenez le chef de famille et vous avez des responsabilités à prendre. Lorsque vous rencontrez plus tard dans la vie des divorcés, et c'est un remariage ou des veufs, ces gens-là ont un passé, c'est à considérer ça aussi. Les familles reconstituées, votre futur a des enfants, est-ce que vous êtes prêt à accepter ça? Qui vont vivre peut-être une fin de semaine sur 2 chez vous, qui vont peut-être influencer vos propres enfants, qui vont peut-être avoir quelque chose que vous n'aimez pas du tout, de la façon qui a été éduquée, ça va créer des conflits. Ça, c'est des choses à considérer. La discipline des enfants. Si vous êtes strict, puis l'autre qui est très permissif, c'est mal parti. Donc, toutes ces choses-là, en fait, puis je pourrais en rajouter, là, toutes ces choses-là, c'est des choses d'observation. Vous n'êtes même pas dans les fréquentations, là. Vous êtes juste en train d'établir le profil de la personne qui vous intéresse. Et vous ne trouverez pas le match parfait, là. C'est garanti. Il va y avoir des ajustements à faire. Vous allez devoir choisir d'accepter ou pas certains items là-dedans. Choisir vos batailles, comme on dit. Pensez pas du tout que Dieu va changer l'autre tout de suite en partant. Il peut le faire, mais partez pas avec cette idée-là que vous aussi, vous allez changer cette personne-là. C'est pas ça qui est l'intention de base. Ensuite, donc si vous avez des divergences majeures en partant, comme les Français disent, vous êtes mal barré, hein? Ça commence mal. Ça, c'est des choses à considérer. Fermez pas les yeux, l'amour ne doit pas être aveugle. Soyez objectif, ne fermez pas les yeux sur les conflits potentiels.
On va s'arrêter là. Le temps est déjà écoulé. Est-ce qu'il y a des questions?